Attaque de Tadej Pogacar. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet entretien spécial dans Vélo Podcast. À quelques jours du Tour de France Femmes, on accueille le boss de la FDJ Suez qui est avec nous, Stéphane Delcourt. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec moi. Je le dis, on est à quelques jours du Tour Femmes qui débute donc le samedi de Bretagne, grand départ de Bretagne. Stéphane, déjà, dans quel état d'esprit tu es avant ce grand rendez-vous de cette année 2025 pour la FDJ Suez? Ouais, hyper motivé. On a encore pas mal de choses à mettre en place. Ouais, il nous reste quelques jours avant de partir et voilà, on a pas mal de choses à décider, mettre en place, même si l'essentiel est fait. Et on est excité comme tous les ans à cette période pour entamer notre quatrième Tour de France avec beaucoup d'ambition. C'est, je disais, le grand rendez-vous de l'année quand même, parce que d'autant plus, on en parle beaucoup de cette équipe FDJ Suez avec l'arrivée de Demi Vollering, de Juliette Labous aussi l'hiver dernier, avec la victoire au Tour d'Espagne, il y a une pression qui sera peut-être un peu plus grande encore sur vos épaules. Pression, je dirais non, on a toujours cette pression, ça fait partie du stress du sport de haut niveau. Après, on a beaucoup plus d'attentes autour de nous, hein, c'est clair. Ce matin, on avait 80 chefs d'entreprise dans nos locaux pour préparer les étapes de Poitiers avec beaucoup d'envie. On voit que maintenant l'équipe est très connue et que ils attendent qu'une chose, hein, c'est que qu'on brille sur nos terres et qu'on brille en gagnant le Tour de France. C'est vrai que ça fait des années qu'une équipe masculine ou féminine française n'a pas joué les premiers rôles, hein. Les attentes qu'on avait eues sur Thibaut Pinot au dernier Tour de France, maintenant voilà, ça fait plus de 5 ans maintenant que un Français n'a pas réussi à jouer la gagne. Donc et qu'une équipe française ne joue pas la gagne. Là, on a envie de changer cette mauvaise statistique pour le cyclisme français. Et nous, on va y aller avec beaucoup d'ambition, même si la densité qu'on a vue ces dernières semaines est énorme et que la tâche va être rude. Et c'est ça qui rendra encore plus beau ce Tour de France. Alors, on enregistre, hein, pour être tout à fait sincère, on enregistre quelques jours avant, au milieu de la deuxième semaine du Tour de France. Hommes, les Pyrénées n'ont pas encore débuté, ça débute dans la journée, là. On enregistre ce 17. Le grand départ de Vannes, ça va être le coup d'envoi d'une semaine folle, 9 jours de course, avec finalement aussi un passage, tu l'as dit, Stéphane, à Poitiers. L'arrivée, qui me semble, est le 29. mercredi. Ouais. Et il y a quelque chose de spécial qui est prévu pour cette arrivée à Poitiers avec la FDJ Suez. Il y a le départ de Chasseneuil-du-Poitou aussi le lendemain. Ouais, 29 et 30. Donc pour l'arrivée, évidemment, on aura tous nos partenaires. On a un bus privatif. Et je remercie encore les équipes d'ASO juste pour les partenaires de l'équipe, hein. C'est plus de 130 entreprises qui sont partenaires de l'équipe. C'est toute une histoire. C'est notre 20e saison aussi. Donc voilà, un beau dispositif avec nos partenaires, avec les sympathisants historiques de l'équipe. Et un clin d'œil vraiment au territoire. Et le lendemain, un départ qui sera fait de l'Arena Futuroscope. Là, on se présente maintenant depuis les 2 dernières saisons. Et il y aura un passage devant le service course dès le départ. Et ça, c'est plus que symbolique pour nous. C'est un grand merci à ASO de montrer que ils ont du respect pour ceux qui étaient là avant le Tour de France et qui ont participé. Et on n'est pas tout seul là-dessus, à avoir bossé pour le cyclisme féminin depuis des années. Pour nous, ça aura une saveur particulière, même si on sera focus sur notre Tour de France, et ça sera 2 étapes importantes, des étapes qu'on voudra surtout pas perdre du temps et au contraire prendre du temps sur nos adversaires. Euh, pour parler du parcours, tant qu'on y est, 9 jours de course, donc le nombre d'étapes augmente d'année en année. Euh, on se dit que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que économiquement c'est viable. La base, c'est de se dire à chaque fois, est-ce que c'est économiquement viable d'augmenter le nombre de jours de course? On doit s'attendre bientôt à avoir 10, 12 jours de course. On en parle d'année en année. L'année dernière, tu étais venu à peu près à la même période. On avait parlé des 9 jours de course, bientôt des 10, peut-être des 12. On en est où? Je sais pas. Là, il faut se poser après 9 jours et regarder les chiffres du cyclisme féminin. Faut oublier que l'année dernière, c'était une année spéciale, hein, avec les JO. On était parti des Pays-Bas. L'année prochaine, on partira de Suisse. Moi, je suis assez optimiste parce que la capacité à ASO d'organiser est impressionnante. La capacité à faire les bons choix aussi. Le départ des Pays-Bas a été une réussite l'année dernière, malgré le contexte des JO. On avait décalé d'1 semaine. Si on regarde bien le calendrier l'année prochaine, ils ont décalé le Tour de France Femmes.
C'est-à-dire qu'il sera plus dans la continuité, mais il y aura quelques jours entre les deux. Ça veut dire qu'ils vont essayer de mettre plus de moyens. Et quand ils sont sur deux endroits, bah, ils ont divisé les moyens. Donc je pense que c'est fait de façon plus intelligente. Le plus important, et Marion Rousse l'a souvent répété, c'est que ce rendez-vous avec le Tour de France soit pris avec les Français. C'est-à-dire qu'il soit pas pris pour 3 semaines de Tour de France masculin, mais pour l'ensemble du Tour de France. Et je pense qu'on est petit à petit en train de rentrer dans les habitudes des Français. C'est ça le plus important. Il y a beaucoup d'excitation dans toutes les villes-étapes où le Tour de France va passer. Mais il faut garder un rythme qui peut être soutenable. Et qu'aujourd'hui, on voit le modèle économique des équipes qui peut être remis en question, le modèle économique des organisateurs aussi. Donc, il faut pas aller trop vite, mais il faut pas aller trop lentement. Et voilà, j'ai confiance en ASO. ASO est capable de beaucoup d'échanger avec nous, avec les équipes. Je sais pas s'il faut passer à 15 jours à moyen terme. Aujourd'hui, 9 jours, c'est bien. Pourquoi pas passer avec un vendredi et passer à 10 jours. Il faudra un contre-la-montre, j'espère, dès l'année prochaine aussi, parce qu'il n'y a pas de contre-la-montre cette année. Mais bon, si on veut traverser la France en entier comme on le fait, un contre-la-montre, on sait qu'on fait moins de kilomètres. Pourquoi pas un contre-la-montre par équipe? On l'a vu à quel point le contre-la-montre par équipe est aimé par les équipes, mais il n'est pas très visible pour les organisateurs. Ce sont pas des audiences incroyables. Donc voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Et quand je vois la volonté aussi des sponsors privés d'investir dans le Tour de France, des villes pour être candidat, on est sur la bonne voie, mais rien n'est acquis. Et le travail de fond qui est fait avec ASO sera le plus important. Sachant que si on s'écarte donc de la fin du Tour de France homme, ça veut dire qu'on se laisse quelques jours, on va dire, d'écart pour peut-être augmenter le nombre d'étapes et commencer plus tôt le Tour de France pour se rapprocher aussi du dernier week-end du Tour de France homme et donc glisser pratiquement à 2 semaines de course à un moment donné dans le futur. Il y a peut-être une réflexion sur l'avenir et une anticipation sur les prochaines années aussi. Oui, c'est sûr. Et on sait qu'en 2027, on partira du Royaume-Uni. Donc voilà, on est en train d'anticiper tout ça. Et il faut prendre le temps de faire les choses bien. Et on a le droit à l'erreur aussi. C'est sûr qu'on peut laisser le droit à l'erreur à ASO. Ils peuvent se tromper sur une année en prenant un schéma et se dire, ah, ça n'a pas marché, on revient en arrière. Aujourd'hui, on a cette capacité d'avoir le plus grand organisateur de notre sport qui investit dans le cyclisme féminin. Et on l'a vu avec La Flèche et Liège où on a eu des très 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 bonnes audiences. On l'a vu avec Paris-Roubaix. Donc on est sur un schéma d'un samedi, des fois on est sur un schéma de matin. Maintenant on est sur des schémas où on arrive après les hommes. Voilà, ils testent des choses et on peut pas leur reprocher cette agilité qu'ils ont au quotidien. Et voilà, moi je les en remercie et on travaille vraiment main dans la main. Après, il faut voir comment évoluent les équipes. Je suis impressionné du cap qu'ont passé les équipes cette année parce qu'on parle beaucoup de nous. On est devenu, voilà, ça fait 5 semaines de suite de mémoire qu'on est numéro 1 mondial. Mais il y a quand même une densité incroyable et les écarts sont très minimes. Et on voit bien qu'il n'y a pas 4, 5 équipes seulement. On dit dans le cyclisme masculin, il n'y a que 2 équipes et il n'y a rien derrière. On dit dans le cyclisme féminin, il y a une équipe et il n'y a rien derrière. Aujourd'hui, c'est quasiment 10 équipes de très haut niveau dans le cyclisme féminin, dans une conjoncture économique mondiale qui est très mauvaise. Donc voilà, je suis très optimiste, mais il faut y aller voilà, étape par étape, ne pas brûler les étapes. Oui, bon, on l'a vu sur le Tour d'Italie, c'était très dense. On voit que le niveau encore s'élève Hmm. d'année en année. C'est quand même assez impressionnant. On parlait du parcours. Petite question, en fait. Où est-ce que ça va être le plus piégeux sur ce parcours du Tour de France 2025? Un départ en Bretagne, une transition dans le centre de la France en milieu de cette semaine de course, et ensuite les Alpes avec notamment la Madeleine qui va être là. Où est-ce que ça va se jouer? Où est-ce que ça va être le plus piégeux? Je pense que ça peut se perdre partout. On prend la première étape en Bretagne avec Plumelec, ça peut se perdre partout et ça se gagnera à la fin. Mais ça se perdra à chaque étape. Et je veux pas minimiser aucune des étapes et se dire qu'une étape comme Saumur-Poitiers peut être l'étape peut-être de tous les dangers, selon le vent, selon les circonstances de course. On a vu qu'on pouvait faire aussi des différences sans vent et on l'a subi nous au Tour d'Italie. Donc pourra rien prendre à la légère et qu'il faudra arriver pour nous avec le maximum d'avance sur nos adversaires ou avec surtout ne pas perdre de temps avant le dernier gros week-end, c'est sûr. On va parler du Tour de France en lui-même. On a parlé un peu du parcours, de l'état d'esprit. Est-ce qu'on doit s'attendre, parce qu'au moment où on parle, on n'a pas encore la composition officielle de l'équipe FDJ Suez pour le Tour de France. Est-ce que ce sera tout pour Demi Vollering, comme on l'a vu notamment sur la Vuelta? On avait vu Evita Music notamment et Juliette Labousse se mettre au service de la leader néerlandaise. Alors, je dirais oui et non. Hein. Au Tour d'Espagne, on a aussi essayé de jouer les étapes avec Ali Wollaston quand il y a eu des arrivées groupées, avec un podium pour Ali. Oui, il y a un objectif qui est le seul. Après, si on doit jouer l'esprit, c'est parce qu'on voudra bien se positionner devant et que ça ne perturbera pas l'objectif final. L'objectif final, c'est de remporter ce maillot jaune.
c'est de prendre déjà ce maillot jaune en gagnant une étape, et le prendre le plus vite possible parce qu'on aime avoir le maillot jaune, le maillot de leader, parce qu'on l'a prouvé cette année sur les courses à étapes, et on sait le sécuriser. On préfère être dans cette dynamique-là, même si le parcours fait qu'on n'est peut-être pas l'équipe la plus favorite sur les premières étapes et les premières arrivées. Il y a qu'un objectif pour FDJ Suez, c'est d'emporter la victoire finale. On jouera tout pour Demi Vollering. Après, ça sera la forme du moment. Et elle a à côté d'elle deux lieutenants pour la montagne parce que Evita et Juliette vont doubler après le Giro. Et elles seront là pour les aider. Mais on n'est pas, voilà, il peut se passer tellement de choses dans un Tour de France que on leur demande d'être prêtes à tous les scénarios. Mais sur le papier, le plan initial, il est clair. C'est tout pour Demi Vollering. D'ailleurs, tu parles des lieutenants. Je transmets une question, notamment de Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, que je salue. Comment vont Evita et Juliette après le Giro? Elles ont paru l'une et l'autre un peu en retrait, chacune leur tour. Evita Music peut-être en début de Giro, Jette Labous qui a été en difficulté sur la fin du Giro, Evita qui l'a mieux terminé. Comment elles vont? Bah, elles vont bien. Alors après, voilà, ça reste deux très grandes championnes qui n'ont pas eu les résultats au Giro attendus et c'est les premières les plus déçues. Mais moi, ce que j'apprécie avec Evita et Juliette, c'est qu'elles n'ont pas baissé les bras. On a voulu faire une préparation express à la sortie du mois espagnol pour les deux avec préparation express parce qu'elles ont un talent qui est immense et voilà, c'était pas la bonne formule. Elles sont arrivées avec beaucoup d'attentes, mais on a vu très vite qu'elles n'étaient pas encore au niveau. On n'a rien lâché. On s'est dit que ça allait revenir pour la fin de Giro. Evita est montée en puissance tout le Giro avec une cinquième place à Imola où si elle a un peu plus confiance en elle et que le Giro du début se passe différemment, je pense qu'elle doit jouer la gagne sur cette étape. Elle avait vraiment les capacités pour remporter l'étape. Juliette a tout donné une étape de vendredi, alors même avant la prise d'antenne. Hein, Juliette était dans toutes les échappées, elle a tout durci, elle l'a payé cash samedi. Juliette, elle a été malade elle a été malade fin juin et elle a pas su, son corps s'est battu contre ce virus et on y a cru jusqu'au bout. Elle a pas démérité mais elle a jamais réussi à revenir à 100% de son niveau. Maintenant, elle a 2 semaines de quasiment de récup entre les deux, mais on est assez confiant et surtout le moral va bien parce que bah, l'équipe les soutient à 100% et que c'est pas juste un Giro qui doit remettre en cause la saison des deux ou leur carrière. Ce sont deux Françaises qui ont été capables de faire top 5 sur un Tour de France. Je pense que tout le monde a été ébloui de leur classe et de sur les derniers Strade Bianche. Ce que Juliette a fait à l'Amstel, même si à la fin, voilà, elle a pas mis au fond, elle a été étincelante et elle a provoqué l'échappée finale. Ce que Juliette et Vita ont fait pour Demi dans les deux étapes de montagne de la Volta, faut pas l'oublier, ça évidemment. Et qu'aujourd'hui, voilà, on a échoué au Giro, mais ça remet rien en cause, à la fois sur le plan de l'équipe et à la fois sur la confiance qu'on a entre de nos deux leaders et on a envie de les faire briller un jour au plus haut sur un grand tour. Ouais, et puis on a vu sur les insides, notamment produits par l'équipe FDJ Suez pendant la Vuelta, qu'elles se sentent vraiment investies d'une mission, Juliette et Evita, pour emmener Demi Vollering et qu'elles y prennent du plaisir et que les trois bah, s'entendent très bien. Et ça, cette osmose qu'on voit dans l'équipe FDJ Suez, elle ressort vraiment parce que on sent vraiment qu'il y a une sorte de famille qui se forme au fur et à mesure des semaines, que dans les camps d'entraînement, dans les différentes photos, stories qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux, elles prennent du temps aussi pour ne pas seulement s'entraîner, mais passer du temps ensemble et vivre ensemble. Ouais, alors après c'était le but de ce recrutement, ça a été une association de qualité humaine. Et là, c'était un pari, hein. Je me rappelle des questions de tout l'hiver des journalistes. Hein. C'était ouais, mes trois leaders, est-ce qu'ils vont pouvoir cohabiter et tout. J'ai resté assez confiant parce que ce qui a fait qu'on a décidé de former ce trio, c'était leur qualité humaine et à la fois leur ressemblance et leur différence, mais avant tout, ce sont trois femmes exceptionnelles. Et dès le mois de novembre, dans le premier stage cohésion qu'on a fait en Californie chez nos sponsors Specialized, on a vu qu'elles avaient envie de travailler ensemble. On a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les trois et que le respect, il est profond. Les trois s'apprécient. Les trois sont conscientes que aussi que le FDJ Suez est au-dessus de chaque individualité. Et Vita et Juliette sont aussi conscientes que Demi voilà, pour l'instant, a un gap de niveau entre les deux et que la meilleure façon de gagner une course pour elle, c'est d'avoir Demi avec elle que contre elle. Donc une fois qu'on a posé ce principe-là et qu'humainement ça passe, voilà, on fait des fois des erreurs tactiques, on a essayé des choses qui n'ont pas marché,
mais c'est un peu plus simple et ouais, s'entendent bien. Et c'est vrai qu'ils sont révélateurs les insides. On peut pas tricher dans un inside. J'entends pas mal de choses sur le net. J'ai commencé à regarder Netflix des hommes, on dit oui, mais c'est pas la réalité. Ok, on peut sortir les images du contexte, on peut cuter certaines périodes, passages, mais les mots qui sont dits, on peut les sortir du contexte, ils sont là. L'attitude, le regard, ils sont là. Et vous voyez, moi, le côté bienveillant d'un Wout van Aert pour Jonas Vingegaard, et je trouve ça super beau. Et ceux qui osent critiquer Wout van Aert, ben, j'ai envie de leur dire, mais regardez ce qu'il fait. Le mec, il peut gagner n'importe quelle étape pratiquement du tour, on l'a montré, et il se sacrifie à 100% pour son leader. Bah, je pense que nous, nos insides, ils sont tournés de cette façon-là. Il y a très peu de filtres. Alors, c'est une production interne, mais c'est de montrer le caractère humain et beaucoup, et moi le premier, pensais que Demi pouvait avoir une attitude un peu individualiste des dernières années. Mais au quotidien, c'est une femme exceptionnelle et à manager, c'est beaucoup d'enrichissement personnel pour moi et mes équipes, hein. Donc voilà, ça, la mayonnaise prend bien, elles ont envie de travailler ensemble et on en arrive super motivés sur ce Tour de France, mais avec une conscience que nos adversaires vont être très très forts et que ça va se jouer sur beaucoup de détails et que la rivalité, on l'a un peu assommé en début de saison. Le gap, on n'a pas baissé de niveau. Pour moi, c'est les autres qui ont progressé et qu'il va falloir être très malin pour gagner ce Tour de France. Alors justement, qui sera la principale adversaire? Alors il y en a pas mal quand je dis la principale, mais le niveau, tu l'as dit, augmente d'année en année. On a vu Marlene Reusser un peu titiller Demi Vollering, notamment au Tour de Suisse, un petit peu au Tour d'Espagne aussi, mais Marlene Reusser qui paraissait un petit peu sur la jante, si tu me permets l'expression, à la fin du Tour d'Italie, peut-être que la non-coupure après le mois espagnol, la Suisse, l'Italie a peut-être n'a pas été bénéfique pour elle et on verra sur le Tour de France. Il y a Kasiane Viadoma, forcément, la tenante du titre. Il y a Lisa Longo-Borghini qui vient, elle, de remporter le Tour d'Italie en le terminant bien et qui monte en puissance. On peut citer aussi Anna van der Breggen, Kim Lecourt qui a remporté Liège-Bastogne-Liège. On verra avec Pauline Ferrand-Prévot qui annonce objectif Tour de France mais qui a remporté Paris-Roubaix. Il y a quand même pléthore d'adversaires face à l'FDJ Suez. On a oublié Lotte Kopecky aussi. Lotto Kopecky. Alors, j'ai mis Anna van der Breggen. J'ai squeezé Lotto Kopecky. À voir si Lotto Kopecky joue vraiment le général. On va voir. Ah bah, le général, et regardez le niveau de Benelli entre le Dauphiné et le Tour. Regardez les méthodes de prépa. Quand vous préparez au dernier moment avec une grosse phase d'altitude, et bah voilà, vous avez aussi ce phénomène que des fois, bah, ça répond pas au début, sur votre course de reprise, c'est compliqué, que ça va mieux derrière. Peut-être que Kopecky, voilà, sera comme ça. Et, pour moi, on a les torts d'adversaire, c'est sûr. Et nous, on a Evita, Juliette et Demi. C'est notre force. Mais derrière, il y a, ne pas oublier Sarah Gigantet. Elle a ultra dominé les deux étapes de montagne du Giro, donc Et si ne elle pas prend pas la l'oublier. bordure, elle gagne le Giro. Si elle prend pas la bordure, elle gagne le Giro. On est d'accord. Pour moi, l'adversaire numéro un d'FDJ Suez, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Aujourd'hui, on connaît le talent de Pauline Ferrand-Prévot et on a un énorme point d'interrogation sur nos adversaires. Et tu l'as dit, Guillaume, on a vu des hausses, des baisses. Longo Borghini gagne le Giro, elle a gagné tactiquement, elle a gagné physiquement, mais il n'y avait pas une énorme différence. Et en montagne, elle est à chaque fois, elle monte à la même vitesse qu'une Marlene Reusser. Ou quand on analyse Marlene Reusser, c'est pas Marlene Reusser du Tour de Suisse et Demi n'était pas à 100% au Tour de Suisse. On va dire, elle avait repris au Tour de Catalogne. On l'a vu dominer le Tour de Catalogne, il n'y avait pas une concurrence folle, il y avait une Marion Brunel qui était très forte, mais voilà, Demi pour sa course de reprise était au rendez-vous. Elle est tombée malade entre les deux. Je veux dire, les voyages, la clim et tout, ça n'aide pas hein, sur une prépa comme ça. Voilà, on pourra revoir aussi nos programmes pour l'année prochaine, mais l'enchaînement avec l'envie de faire bien les choses chez elle au Tour de Suisse, mais au Tour de Suisse, on commet l'erreur de lancer le sprint trop tôt à la première étape et après on court à récupérer une Marlene Reusser qui a été très très maligne dans sa façon de faire. C'est une de nos grosses adversaires, mais pour moi, Pauline est le gros point d'interrogation. Et il y a une chose, on peut pas minimiser le talent de Pauline. Là, voilà, on voit très bien la préparation qu'elle le fait. C'est facile à la suivre. Elle a fait le même protocole que Gio, c'est-à-dire pas de médias, elle s'isole, une énorme période sans compétition d'altitude, une perte de poids importante et on le voit à l'œil nu, donc une perte de poids importante. C'est pas la stratégie d'FDJ Suez de jouer sur le poids parce qu'il y a au-delà de ça, nous, on a quand même un côté modèle pour les jeunes, pour la nouvelle génération et les jeunes filles. Et on a ce rôle-là et on ne joue pas sur le poids.
parce qu'on n'est pas là pour faire du cyclisme à court terme, du cyclisme tout court. Et donc voilà, chacune après se connaît ce qu'elle peut perdre, et je pense que Pauline va tout donner pour ce Tour de France, et que les occasions pour Pauline de gagner le Tour de France sont très minimes. C'est-à-dire qu'il y avoir 2025, 2026, voire 2027, mais on va arriver dans les années pour elle. Michel, elle a tout gagné, donc elle a zéro pression. Elle a tout gagné. Le Tour de France, c'est du bonus pour elle. Ce qu'elle a été faire en Paris-Roubaix est impressionnant. Elle se connaît, elle s'est frottée, elle a un jump, elle connaît les efforts longs avec le VTT. Donc pour moi, c'est la plus grosse adversaire de Demi, mais sans minimiser le reste, hein. Et cette attente qu'on a, je pense que le cyclisme masculin en rêverait, d'avoir une pléthore de champions et championnes au plus haut niveau. Donc voilà, la victoire en sera plus belle, mais on va tout donner pour gagner. Mais surtout, nous, on ne minimise pas les chances de victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Mais justement, tu la minimises pas parce que justement, c'est un point d'interrogation par rapport à son retour sur la route, qu'on l'a vu remporter Paris-Roubaix. Après, Paris-Roubaix, une classique, on va dire, pavée plutôt plate, où sa technique du cyclocross et du VTT peut parler, par rapport à de l'altitude avec comme on l'a sur le Tour de France, la différence, le passage est assez différent quand même. Le gap de l'un à l'autre, c'est pas si facile que ça. Ouais, mais Pauline, elle se connaît. Pauline se connaît. Et si elle a arrêté la Vuelta, c'est parce qu'elle a vu qu'elle n'était pas du tout dans le bon mood pour gagner en altitude, pour les longues ascensions. Moi, ce qui m'a impressionné de Pauline, c'est dès l'UAE Tour. Première course, on pouvait se poser des questions après tant d'années sans route, toujours à l'initiative des bordures, toujours placée au bon endroit. C'était impressionnant l'instinct qu'elle a. Après, elle a souffert à Double Lafitte, mais elle l'avait pas travaillé. Voilà, c'est plus dur pour moi de retrouver de l'instinct dans le peloton que de travailler ses qualités, parce que ses qualités, elle les a, elles sont innées. Pauline, elle est née avec un moteur qui est 10 fois plus gros que les autres, un talent immense, et qui fait que c'est peut-être la championne multidiscipline de notre sport cycliste. Donc, elle sait comment travailler, elle sait comment se préparer, elle connaît les efforts du VTT qui sont quand même assez proches, hein, des efforts dans l'école, et elle a pas perdu d'instinct. Donc ça en fait pour nous une adversaire coriace. Et il se peut qu'elle passe au travers du Tour de France, mais ça peut arriver à n'importe quel leader, un virus, une chute, des choses comme ça. Elle a été très impressionnante au Tour des Flandres, puis à Paris-Roubaix, elle a été un peu plus en deçà pour Liège, mais on voyait qu'elle était déjà dans une forme descendante, et elle a, je pense, voulu trop faire. Et c'était le cas de Longo-Borghini à la même période, hein. Trop faire, elle n'a pas pu répondre présent. Elle a fait l'impasse sur tout le mois de mai, et elle est revenue très forte. Nous, on a fait l'inverse avec Demi. C'est pas du tout les mêmes gestions de programme, et pour dire qui a tort, qui a raison, bah, on fera les comptes à la fin d'année. Justement, parlons de Demi Vollering, reparlons d'elle plutôt. Est-ce que ça pose, après le Tour de 6, lui a fait du bien, régénéré, elle a squeezé le Tour d'Italie, parce que le Tour d'Italie est terminé quand même très tôt, c'était très rapproché entre la fin du Tour d'Italie et le début du Tour de France. C'était la bonne tactique, la bonne gestion, se régénérer avant le Tour de France. Ça, on pourra le dire qu'après le Tour de France ou même en fin de saison. Il y avait un vrai besoin de Demi de courir, mais il y avait un besoin de se reposer. Et il y a eu un enchaînement de voyages qui ont fait que, voilà, elle a été très fatiguée, ce qu'elle a pas vu venir. Parce que nous, on a essayé d'anticiper, mais on n'a peut-être pas été. Voilà. Puis des fois, votre corps répond bien ou pas bien. Et ça, c'est l'aléa du sport de haut niveau, il faut l'accepter. Le choix de pas faire le Tour d'Italie, il était prévu depuis des début d'année. On a squeezé le championnat de chrono des Pays-Bas. C'était pas prévu. Elle a voulu faire le championnat des Pays-Bas route pour respecter sa fédération et son pays. Elle a été victime d'une chute dans les derniers kilomètres. Depuis, ça va mieux. Le stage en altitude se passe bien. Mais on connaît, nous, sa progression, mais on connaît pas celle de nos adversaires. C'est toujours ça qui est beau dans notre sport. C'est qu'on a beau se dire, ah bah, je bats tous mes records sur des 10 minutes, sur des 20 minutes. On ne connaît pas la forme de nos adversaires. Et sur ce Giro, on a vu une grosse densité. Mais hormis les capacités de Gigante à être très forte dans les cols raides et longs, il n'y a pas eu de surprise dans ce Giro. Euh, est-ce qu'il y a un travail mental spécifique? Alors, question d'Étienne Gourceau, notre copain de Dico du Sport. Est-ce qu'il y a un travail mental spécifique pour que Demi Vollering ne se mette pas trop la pression? Comment canaliser cette pression que on a l'impression elle peut se mettre aussi elle-même assez facilement, si tu me permets le terme.
Ouais, mais c'est logique, c'est une grande championne, elle veut tout gagner, elle veut remporter son Tour de France qu'elle l'a gagné en 2023, il faut pas oublier l'échec de 2024, pour elle qui se joue à quelques secondes. Alors, on rappellera que ça sera un beau Tour de France qui se joue à quelques secondes, mais c'est quand même une cicatrice pour elle, hein. Ça, il y a eu cette chute l'année dernière, il y a eu le peu de soutien de son équipe. Elle se met la pression, elle le travaille, on le travaille avec elle, mais ça fait partie d'elle. Vous savez, on a tous dans notre famille, dans nos collègues, des gens qui sont plus anxieux. Demi le travaille beaucoup, elle sait cette capacité à se concentrer. Bon, certains vont dire qu'elle est faible mentalement, mais je veux dire, vu ce qu'elle a traversé et ce qu'elle a été faire, enfin une saison 2024 comme elle a fait, avec aucun soutien en interne, elle est bien bien plus forte qu'on le dit, mais Demi, elle est entière. Donc quand elle va pas bien, elle a envie de le dire. Quand elle souffre, elle le dit. Mais sur le vélo, rappelez-vous des deux victoires au sommet du Tour d'Espagne, où elle a été impressionnante, elle a maîtrisé tous ses adversaires. Et Demi, elle est forte, surtout quand Juliette et Evita sont fortes. C'est une vraie leader sur ça, parce que et encore, j'en parle un moment, mais du kilomètre zéro, quand les premières du train FDJCL se mettent en route pour elle, et qu'à un moment, c'est son tour, elle est quasi imbattable, parce qu'elle a ce côté reconnaissant. C'est-à-dire que quand son équipe fait tout pour elle, elle est capable d'avoir une force supplémentaire parce que ses équipières ont tout fait pour elle. Elle doit finir le travail. Euh, Est-ce que la victoire sur la Vuelta a libéré un petit peu l'équipe d'une certaine pression? Je m'explique. On revient, je reviens quelques jours, parce que c'était quelques jours en arrière, où avec Liège-Bastogne-Liège, où vous étiez tenant du titre, il y avait la volonté avec en plus cette nouvelle équipe avec Demi Vollering, Juliette Labous notamment, Élise Chabet, et bien de garder ce titre. On a vu la manière de courir qui vous a un peu desservi à mon goût sur la tactique de course. Ce n'est que mon analyse, et vous avez perdu ce Liège-Bastogne-Liège malgré quand même un assez bon résultat de Demi Vollering, mais qui n'est pas la victoire. Derrière, vous arrivez sur le Tour d'Espagne avec quand même la pression de devoir gagner parce que Demi Vollering est à la recherche quand même de la première grosse victoire de la saison, on va dire au top niveau World Tour entre les monuments et les grands tours. Faut pas oublier qu'on avait gagné l'Estrade avant, qui était pour moi, qui fait partie des monuments. Alors peut-être parce que tous les jours dans mon bureau, j'ai le décor de l'Estrade et que ça fait partie voilà, c'est ma course préférée de l'année. Euh, En gros, c'est facile maintenant de faire le recul sur les Ardennaises. On a voulu trop bien faire aux Ardennaises. C'est-à-dire qu'on a joué avec Juliette à l'Amstel, on a voulu être appliqué, elle a roulé tout le temps, Brelle World n'a jamais roulé, Van Dijk n'a pas roulé, et on s'est fait avoir par l'envie de trop bien faire et de respecter les codes. C'est-à-dire on n'était pas vicieux, on a tout donné, on voulait gagner à la pédale. On perd l'Amstel, mais Juliette n'a pas à rougir. Sur la flèche, on fait une course parfaite. On emmène Demi d'une façon parfaite, que ce soit Evita, Juliette et avant Élise, l'emmène pied du mur de vie. On est juste battu par plus fort ce jour-là. Ou Peterson, une giclette incroyable, un effort qui fait qu'on n'a pas à rougir parce que la vitesse qu'elle a montée fait que les autres années, elle aurait tout le temps gagné pour Peterson. À Liège, on est moins fort. Juliette est un peu moins forte, elle est émoussée. On est moins dedans, mais on veut reproduire le même système. C'est-à-dire que on a un collectif fort, on l'emmène, on assume et on assume tout seul. Parce que c'est sûr, on a des adversaires en face qui jouent de cette force qu'on a et nous, on doit assumer, il faut accepter ça, mais qui ne roulent jamais. On l'a vu au Newsblad. Si au Newsblad, on prend pas en main la course, on arrive à 10 minutes et on s'en fout. Et on a tout le temps voulu faire ça depuis le début de saison. Ça marche sur les courses à étapes. On l'a vu à la Volta. On a dominé la course. On a tout le temps pris nos responsabilités. Ça a marché sur l'Estradé. Mais pour ça, il faut que le collectif soit à 100%. Ce qui a changé sur la Volta, c'est on a laissé la main aux autres et on l'a pris au bon moment. Et le meilleur exemple, c'est quand on a le leader et qu'on joue avec Evita Music à la dernière étape, on fait trembler les autres. On a couru les Ardennaises comme une course à étapes. Voilà pourquoi on a perdu. Parce qu'on a voulu trop bien faire. On ne peut pas reprocher à nos athlètes de vouloir trop bien faire. On doit avoir un peu plus de vis, ce qu'on était capable de faire à Julia, ce qu'on a fait dans la foulée à la Catalogne aussi. Donc on est dans ce schéma-là, mais au Tour de France, on a vraiment une stratégie qui est différente où l'écart entre nous et nos adversaires est minime et on a envie de les surprendre et puis qu'on a beaucoup, beaucoup bossé pour arriver au top de notre forme, mais il y aura de la certitude et de l'aléa. Mais la victoire à la Vuelta nous a donné cette confiance où on peut se dire, nous, on sait gagner un grand tour. On sait prendre le maillot, on sait sacrifier. Et malgré les aléas du début de Volta, parce que tout le monde parle de la Volta, mais Volta, on en met deux par terre directement
à la première étape. À la troisième étape, Juliette et Luce tombent. Juliette arrive à s'en remettre, mais quand même a des séquelles. Luce abandonne la Volta, donc on n'est que 6 pendant, et pourtant on garde ce maillot et on va même gagner la dernière étape. Donc on a cette expérience, c'est un point en moins, mais il faut tout remettre en question vraiment pour le Tour de France parce que ce sera pas la même adversité. Il y aura tout le monde au Tour de France et tout le monde au top de sa forme. Juste une petite question très rapide avant de passer à la suite. On a vu que Ali Wollaston était sur la Vuelta, c'est plutôt une sprinteuse. Elle a participé quand même à l'effort de l'équipe lorsqu'il a fallu gérer le maillot de leader. Est-ce qu'il y a la place pour elle sur le Tour de France? Alors on ne sait pas si officiellement elle est dans l'équipe. Est-ce qu'il y a la place pour elle sur le Tour de France, sachant que l'équipe sera tournée sur la victoire au général? Il n'y a pas de place pour une sprinteuse qui veut jouer que les étapes et qui est là que pour jouer. On a un objectif principal, c'est gagner le maillot jaune avec des Demi Vollering. Un seul objectif. Après, Ali, c'est pas une sprinteuse comme les autres. Ali, elle gagne la Cadel Evans. Ils sont plus cuites à l'arrivée. Ali gagne le Tour d'Angleterre. Sur des journées où il faut frotter, des jours où il pleut, où c'est quand même des montées, des descentes, où c'est digne des meilleures puncheuses. Et à la Vuelta, Ali Wollaston est encore là dans l'école quand il reste plus que 30 filles. Donc, il y a la place pour une coéquipière qui est capable de rester dans les 30. Oui, il y a la place. Mais l'effectif FDJ16 pour le Tour de France, on va dire, on a entre 12, allez, 11 et 12 filles qui méritent d'aller au Tour de France. Mais la pointe de vitesse d'Ali Wollaston, pourquoi pas gagner à Poitiers à domicile, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant, mais c'est pas l'objectif. En fait, l'avantage de Ali et l'avantage d'avoir une cycliste comme Ali, c'est quand on joue un sprint, on se met en position de jouer un sprint et on va devant. Regardez comment pendant des années, Jonas Vingegaard et Van Aert arrivent à faire. Ils arrivent à jouer parce qu'en se plaçant Van Aert, ils placent Vingegaard devant et ils évitent les chutes. Et ils montrent aussi qu'un collectif puissant, ils montrent la supériorité du collectif. Et ce qu'on veut mettre en place depuis des années, et on arrive à maturité maintenant avec ce groupe-là, il faudra encore passer un cap pour 2026, c'est qu'il faut que le collectif soit plus fort. Et Ali est très forte en tant que coéquipière et sait se sacrifier. Et c'est très rare, hein, les sprinteurs qui savent faire ça, hein. Ouais. Et elle a montré avec un bon classement final au Tour d'Espagne. Alors, je l'ai plus exactement, mais je crois que c'est vers la 40e place d'Ali Wollaston, en tout cas, il me semblait que c'était dans le top 50. Donc bon, c'était quand même très très intéressant. Pour parler un peu de la saison 2025, on a effleuré, on a parlé des Ardennaises. Il y a eu la période de classique avant. On a vu Elise Chabet qui était très forte sur Liège-Bastogne-Liège. Et voilà, après sur la tactique de course, vous auriez pu jouer avec elle aussi. De manière générale, comment tu juges cette première partie de saison, on va dire hors Demi Vollering quand même? Parce que c'est vrai que Demi Vollering vous apporte beaucoup de victoires, mais il y a aussi un collectif qui est derrière. Deux top 10 à Roubaix et au Ronde avec Élise Chabet, 20 victoires au moment où on parle. Alors, chef? Non, mais la saison, on est dans ce qu'on attendait. On est dans les clous. Il y a rien à dire. On est numéro un mondial. On a gagné 20 fois. Alors, on peut toujours, voilà, il y a des courses, on a quelques regrets. Mais on a aussi plein de bonnes surprises, hein. Voilà, on prend le Tour de Catalogne, hein. Si on me dit qu'avant le Tour de Catalogne, on va gagner une étape avec Elise, une étape avec Luce, une étape avec Demi, remporter le général, remporter le classement par équipe, on a des performances qui ont été faites comme que ça soit à la Vuelta ou au Strade Bianche, on en met trois dans les 10. Juliette fait sa meilleure Vuelta en se sacrifiant pour Demi. Oui, si on aurait voulu vraiment plus, la Vuelta, on espérait faire gagner Evita la dernière étape. Et c'est pour ça qu'elle est devant avec Mavi Garcia et qu'elle attaque le dernier col en tête. Euh, la première partie de saison est réussie. On a su mettre en place surtout les automatismes entre elles. On a su bien bosser avec le staff pour monter en puissance. Alors, c'est pas encore satisfaisant à 100% pour moi. On a besoin encore de plus. On doit investir plus. On travaille avec nos sponsors sur des projets plus longs. Mais il y a plein de belles réussites. Regardez la saison de Célia Géry. Elle sort de junior, a fait gagner Ali, la saison de Marie Lenette, ce qu'a fait au chemin de France, ce qu'a fait autour d'Angleterre, ce qu'elle a fait à la Volta pour Demi et Ali. Ali, le nombre de victoires d'Ali, c'est impressionnant aussi. Donc, on a eu quelques échecs comme un Milan-San Remo, mais un Milan-San Remo était tout pour Ali. Ali tombe malade 3 jours avant, on voit notre stratégie, on a attaqué trop tard et tout. Mais le collectif FDJ Suez est soudé et on a envie
On a envie encore plus, c'est sûr, mais regardez la victoire du Tour de Suisse de Amber Crack, c'était parfait. Stratégiquement, tactiquement, physiquement, c'était parfait. Dans un contexte où le cyclisme féminin n'a jamais été aussi dense. Donc j'ai Et envie de sur me le, satisfaire de ce qu'on a fait. et sur le Giro, on voit une équipe qui, malgré la méforme de Devita Music et Juliette Labous, se montre offensive avec pas mal de défis qui étaient à l'avant dans les échappées aussi. Ouais, on prend alors Célia, on est l'exemple. Hein. Célia tombe dans l'étape au sprint, elle est dans la route Vibus à 18 ans, elle n'a pas peur. Et elle continue son Giro jusqu'au bout. Alessia Vigile, elle attaque tous les jours. Lussa de Rest, avant sa chute, elle attaque tous les jours. Juliette, directement dès l'étape 3, on a changé nos objectifs tous les jours. À l'attaque, n'a jamais abandonné. Et notre capitaine, hein, Léa Curigné, qui est impressionnante. Léa qui finit juste ses études, hein. Elle est diplômée de kiné fin juin et on l'emmène sur le Giro. Elle éclabousse la France entière, championnat de France. Alors, elle a fait deuxième du championnat de France, mais sans Léa, sans le retour de Léa, je suis pas sûr que Marie est championne de France. Donc, c'est ça qui est le plus important. C'est un groupe très fort. Après, ce qui est dur, c'est la progression en interne. Bah, on ne peut pas faire progresser les 18 et c'est plus la frustration qu'on n'arrive pas à faire courir tout le monde au bon endroit parce que tout le monde est très fort et que bah, dans cette configuration-là, malgré tout, certaines ne peuvent pas y trouver son compte et c'est la seule insatisfaction que j'ai, elle est humaine. On n'arrive pas à donner un programme à tout le monde. Justement, il y a un an, quand tu étais venu en invité dans Vélo Podcast déjà, tu avais dit que l'équipe de 2025 sera meilleure qu'en 2024 et que l'équipe de 2026 sera meilleure qu'en 2025. Où est-ce qu'on peut améliorer l'équipe aujourd'hui? Alors, tu vas pas nous donner les noms des recrutements de la saison prochaine, mais dans quel secteur? Est-ce que, peut-être pour renforcer l'équipe de classique, tu vas vouloir recruter? Est-ce que tu peux... Alors, tu as recruté Ali Wollaston, qui est capable de gagner des sprints, mais est-ce que tu veux recruter, je sais pas, une top sprinteuse mondiale encore plus forte qu'Ali Wollaston? Est-ce que tu vas justement renforcer peut-être le groupe des classements généraux autour de Jet Laboost de Demi Vollering? Tu vas pas nous donner les noms, je le sais très bien, mais comment tu envisages la saison prochaine? Le but, c'est de renforcer l'équipe tous les ans. C'est de la renforcer sur nos objectifs. On a 7 objectifs qui sont Stradé, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Tour des Flandres et les 3 Ardennaises et les 3 grands tours. Comment être capable? La feuille de route de l'équipe, elle est claire. Jusqu'en 2028, on va être capable de gagner ces 10 courses. Aujourd'hui, on a gagné l'Estradé et la Vuelta. On a déjà gagné les 3 Ardennaises, mais on a remis les compteurs à zéro. On voit, voilà, on n'était pas loin à la Flèche, on n'était pas loin à Liège, on n'était pas loin à l'Amstel. Donc, on voit qu'Élise est capable de gagner Roubaix ou les Flandres. Élise, la chute, malheureusement, fait partie du jeu, mais aux Flandres, ça l'éloigne de cette victoire finale. C'est pas la même chose s'il y a Élise avec Casia, Pauline et Kopecky à la fin, parce qu'on nous on roule pas bêtement. Derrière, on va aller plus loin, c'est-à-dire comment on renforce cet effectif dans une conjoncture économique très compliquée, avec des salaires qui explosent, avec des concurrents qui ont aussi plus de moyens que nous, et comment on peut toujours viser le top mondial sur ces grandes courses-là. Bah, on va essayer d'être un peu plus malin, de renforcer l'effectif sur des qualités intrinsèques qui ne se voient pas, de faire des paris aussi, de malheureusement se séparer de cyclistes qui ont porté très haut le maillot de FDJ Suez, où j'ai un respect humain énorme, où je leur dois beaucoup, mais qu'à un moment, il faut faire des choix de chef d'entreprise. Voilà le pari qui est en train d'être fait, même si tout n'est pas bouclé, c'est de renforcer le collectif. Et le collectif, c'est pas la somme des individualités, c'est la synergie qu'elles peuvent voir entre elles et comment on peut s'aligner sur ces objectifs-là avec l'équipe la plus forte pour l'objectif qui est de gagner et de faire gagner nos leaders. Donc, quand je réponds, pour répondre de façon factuelle et pas de façon, on va dire, philosophique plus à ce qu'on veut attendre, c'est non, on n'ira pas chercher de sprinteuse. On a Ali, donc on n'ira pas chercher de sprinteuse. Par contre, renforcer le genre de filles qui peuvent protéger Ali, oui. De faire que des filles comme Ali peuvent avoir des gros, peuvent être toujours polyvalentes, se mettre au service des 3 grimpeuses, oui. Le centre du projet de l'équipe, il est fait à l'origine comment on monte en puissance Evita Music, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire, pour que Evita progresse, on lui met la française la plus forte et qui est humainement la plus d'atomes crochus, qui s'appelle Juliette Labousse. Elles sont hyper polyvalentes, hyper complémentaires et complètement différentes. Et surtout, elle s'adore. Et après, on l'a mis la meilleure mondiale, parce que Evita va progresser. Et Evita, certains vont dire qu'elle progresse pas cette année, elle progresse. Ça se voit pas, mais nous, en interne, on voit qu'elle progresse. Humainement, elle est en train de prendre un coffre de fou, un impact dans l'équipe et tout. Et une Léa Curigné fait partie des plans, et
si je pouvais signer un CDI à Curigny, on signerait un CDI à Curigny. On a la même chose avec Vittoria Guazzini et Jade qu'on signe jusqu'en 2028, hein, clairement aussi. Et puis l'avenir s'écrit avec Célia Géry. Donc voilà, toute cette mayonnaise doit prendre et comment aujourd'hui se passer des Chabet. aussi. Donc on va renforcer tout ce qui se passe bien avec des choix humains qui sont pour moi les plus difficiles et ce que je déteste le plus. La seule chose que je déteste dans mon métier, c'est ça, c'est de me séparer de personnes comme ça, de personnes qui portent haut les couleurs et qui ne déméritent pas, mais qui font que les choix de l'équipe ont un impact sur de l'individuel, mais le collectif va au centre. Et c'est de renforcer le collectif global et vous serez peut-être surpris par les recrutements, mais les recrutements et les non-reconductions ou les reconductions seront faits pour le collectif et pour les objectifs globaux de l'équipe. Alors, Et voilà. justement, tu parles des non-reconductions, des reconductions. Au moment où on parle, si je me trompe pas, hein, tu me corriges, il y en a 4 qui ont déjà été reconduits, prolongés pendant le printemps. Jade Viel, Léa Curigny, Amber Crack, Vittoria Guazzini. Et puis il y en a 7 au moment où on parle qui sont en fin de contrat et qui n'ont pas été prolongés pour l'instant. Loussa de Guest, Nina Buisman, Coralie Demey, Eugénie Duval, Marie Lenette, Lorraine Mollengraff, Alessia Vigilia. Euh, En fait, il y a un contexte de Comment ça va se conjoncture où passer? aujourd'hui, on n'arrive pas, on voit qu'à 18, dans une année où on n'avait pas de blessés depuis le début de saison, c'est différent là. On a annulé notre participation au Baloise Tour de cette semaine, parce qu'on n'est pas en mesure d'aligner deux équipes complètes entre Périgord-Picto et Baloise, donc on a fait un choix. Euh, il y aura du renouvellement. On a des discussions en cours avec certaines pour extension non, les autres sont au courant. On les conserve pas. C'est dur, c'est vraiment, je dis, moi, la partie humaine que je déteste de mon métier, mais faut assumer cette partie-là. Et on fera quelques changements, mais il n'y aura pas de gros changement profond. Il y a un changement profond sur l'effectif, le nombre pour eux au départ. C'est-à-dire que cette année, l'échec, c'est à 18, on ne fait pas courir tout le monde à sa juste valeur. Donc, si on les fait pas courir à leur juste valeur, elles ne peuvent pas montrer leur niveau physique. Donc, c'est à la fois, là, on rentre dans un cercle vicieux. On leur donne pas de calendrier, elles ne peuvent pas performer, elles ne peuvent pas nous faire voir qu'elles ont leur place dans l'effectif F18-16 demain, et elles ne peuvent pas aussi performer pour la suite de leur carrière. Et c'est tout ce que je déteste. On serait peut-être parti à 15, on aurait eu 3 blessés, j'aurais dit le contraire. Aujourd'hui, c'est dur de trouver le nombre de personnes, et dans sa conjoncture économique, nos sponsors n'ont pas de visibilité avec les annonces gouvernementales, avec ce qui passe dans le contexte international. C'est dur pour des marques d'investir dans le cyclisme. Et là, on arrive voilà, à un moment où on va faire des choix où on risque de baisser le nombre d'effectifs et au détriment de quelques individualités qui ne déméritent pas. Parce que pourtant, on voit les autres équipes pour le tour qui ont à peu près le même nombre de coureuses, hein. On a 17-18 à peu près, hein. Je pense que la tendance va être à la baisse, mais c'est encore qu'une estimation de ma part. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les frais d'hôtel, les frais de transport, comment ils ont explosé en un an, soit ils ont beaucoup plus d'argent que nous et ils ont des mécènes qui rajoutent ou ils ont le droit de faire du déficit, hein, ce qui peut être le cas des équipes qui sont liées par des pays, par exemple, qui dépensent plus d'argent qu'ils l'ont. C'est pas le cas d'FDJ Suez, on reste une PME avec un entrepreneur qui se doit par rapport à ses sponsors de ne pas perdre d'argent et qui veut tenir à long terme. Et on a vu combien d'équipes s'emballer et exploser. C'est pas le but d'FDJ Suez. Et notamment, alors on en revient à une donnée économique qui touche tout le monde, toutes les équipes, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Les patrons d'équipes hommes nous ont dit pendant pas mal d'années, on peut pas avoir autant de budget que les autres parce que notre employeur numéro un s'appelle l'URSSAF. Ah, c'est vrai. Vous êtes une Alors, équipe française. oui, mais je vais peut-être minimiser C'est sûr qu'en France, il y a un truc qui est tout simple. Alors, je sortais de réunion avec les chefs d'entreprise ce matin. C'est que nous, on n'a pas de plafond des charges patronales. Sur les hauts salaires. Et il y a enfin des hauts salaires dans le cyclisme féminin. Il n'y a pas de plafond dans les autres pays et dans mes cyclistes étrangères. Il y a des plafonds. C'est-à-dire que au bout d'un moment, au bout de quelques mois ou au bout d'un certain montant, selon les pays, les charges patronales s'annulent. Il n'y en a plus. Alors qu'en France, on paye des charges patronales sur les hauts salaires. Et quand on passe le plafond, qui est le plafond du PASS, le plafond de la sécurité sociale, on continue de payer à fond perdu pour elle, pour le gouvernement, pour l'ensemble on va dire, de la population française. Ça fait qu'on n'est pas concurrentiel. Par contre, je ne veux pas oublier une période qui s'appelle la période du Covid en 2020. Oui. Le seul pays où on a touché de l'aide. Alors nous, on n'avait pas de haut salaire à l'époque-là et nos hauts salaires n'étaient pas français. Donc on a touché très peu d'aide. Mais les patrons d'équipe française oublient ça. Ils oublient une autre chose, qui est l'arrêt maladie. Quand une de nos françaises chute ou est malade, en 48 heures quasiment on est remboursé et on est pris en charge à 100%. C'est pas le cas pour nos cyclistes étrangères et c'est pas le cas pour nos concurrents. Donc je veux relativiser sur ça. À court terme, oui.
j'aimerais juste dire plutôt il y a une concurrence déloyale. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes règles. Et l'UCI n'y peut pas grand-chose, que l'UCI est obligé n'est pas au-dessus du droit du travail. Donc il faudrait trouver un système qui respecte la loi du travail du pays et de tous les pays. C'est là où c'est complexe, surtout des paradis fiscaux ou des pays hors Europe, on va dire. Et ça, c'est-à-dire comment on peut avoir un système salarial où les coureurs sont protégés de la même manière, parce qu'en France on est très bien protégé. Il faut quand même penser aux coureurs où c'est un métier très dangereux et avec une carrière courte, et à la fois qu'ils optimisent leur carrière, parce que leur carrière est courte, il faut qu'ils s'optimisent financièrement. Je sais que l'UCI bosse sur des choses, c'est pas simple, mais voilà. Moi, j'espère un système un peu plus égalitaire. Mais aujourd'hui, le système français est désavantageux à court terme, mais pas à long terme. Regardez le nombre d'équipes françaises qui tiennent. Demandez à nos amis italiens combien ils ont d'équipes hommes-femmes en World Tour. Zéro. Après, c'est plus la concurrence des équipes État qui est plus dure. Mais Avec heureusement qu'ils sont l'UAE là, ça ferait combien? maintenant, ouais. Ouais, mais s'ils étaient pas là, est-ce qu'on aurait autant d'équipes? Par contre, ils n'ont pas de charge patronale, ils ont le droit de faire du self-employed. Pour moi, c'est là le seul point où ça devrait être interdit. Il ne devrait pas avoir de self-employed, c'est-à-dire de contrat indépendant où les coureurs font des factures. C'est ce Mais que j'allais dire. pour le coureur en lui-même, il fait une facture, il n'est pas obligé de prélever, il peut garder de l'argent pour plus tard. Et donc, il est imposé que sur ce qu'il prélève. C'est quand même optimal. En France, on n'a pas le droit. Même si j'aimerais le faire, je n'ai pas le droit. L'URSSAF requalifiera chaque contrat de travail parce que c'est un lien de subordination. Et justement, Donc voilà. tu en parlais de ces pays où, à l'étranger, en tout cas, les coureurs facturent leurs prestations, alors qu'en France, ce sont des salariés, donc avec des charges. Et c'est ce qui avait notamment entraîné certains coureurs étrangers à venir en France au moment de la période du Covid dans des équipes françaises, parce que il y avait des avantages sociaux pour ces personnes-là et qu'elles étaient protégées. On savait pas de quoi l'avenir allait être fait pendant le Covid, mais on se souvient qu'à ce moment-là, on a vu pas mal de coureurs étrangers revenir en France. Mais je sais que certaines équipes ont touché quasiment 1 million d'euros d'aide à cette époque-là. Voilà, il faut faire avec les règles de son pays. Je pense qu'on peut améliorer les choses. Je pense que l'UCI est quand même assez ouvert là-dessus à améliorer les choses, mais c'est peut-être une réforme de tout notre sport qu'il faudrait penser et de notre tout modèle économique. Alors, il y a des choses qui sont en train de se faire. Au dernier PCC, il y a eu quelques annonces. Les organisateurs sont pas dans une super forme aussi. Voilà, il faut voir les efforts, même si on est toujours à demander plus à ASO, c'est sûr. Mais ASO, par exemple, prend en charge la nuitée du dimanche au Tour de France. Ils prennent plus de staff que la réglementation UCI, même si c'est pas suffisant, parce que pour les équipes, c'est très cher. Par exemple, les départs à l'étranger, certains vont dire que c'est pas bien. Moi, je peux vous dire, pour nous, économiquement, FDJ Suez, c'est très bien. Parce qu'on peut, on peut trouver des sponsors qui sont au-delà de notre pays. Aujourd'hui, FDJ s'appelle FDJ United, c'est une entreprise internationale, c'est une entreprise internationale française. Donc, on va au-delà du marché français, donc ça peut toucher l'enveloppe sponsoring globale de l'entreprise. Donc, il faut continuer comme ça, il faut le faire évoluer avec la société. ASO et l'UCI essayent, pas tout le temps de la manière qui peut nous aider, mais moi, je parle que de mon point de vue FDJ 16. Eux, ils ont le point de vue global, c'est-à-dire équipe homme, équipe femme, organisateur, et aussi fédéral derrière. Donc, et moi, j'ai pas la science infuse et je leur laisse cette chose de le faire et de leur faire confiance, même si j'essaie des fois de les titiller pour notre façon. Il faudrait réformer aussi les transferts. Aujourd'hui, le seul acteur, il y a un acteur de notre métier qui gagne de l'argent, ce sont les agents. Ce sont les agents. Mais il n'y a pas de règle pour eux, donc je veux dire, on peut pas les critiquer. Et sans les agents, il y aurait des dérives des équipes. Il y a eu des dérives. Il y aurait les parents comme agents des coureurs, ce serait encore plus compliqué. Donc derrière, il faut encadrer les agents, mais en les considérant. Voilà ce que je demande à l'UCI, c'est comment ils peuvent devenir un stakeholder pour que ça soit mieux fait et comment on peut créer de la valeur ensemble. ASO cherche des choses qui sont assez intéressantes. Ils ont mis, voilà, les radios, ils ont demandé aux équipes d'ouvrir les radios, un peu à l'image de la Formule 1. Il y a eu un truc qui était pas mal à faire, qu'on avait fait à l'Isoar avec le lendemain un départ de Marseille en contre la montée inversée à la mode biathlon. Ils tentent des choses. Il y a le Netflix qui apporte beaucoup. On espère chez les femmes demain qu'on aura ce genre de série. Voilà, je pense qu'ASO est ouvert et ils ont créé le cyclisme, ils ont donné au cyclisme féminin ce Tour de France et ce Paris-Roubaix. Donc je peux pas du tout les critiquer. Maintenant, on aimerait plus, mais comme chaque acteur, on demande plus. Mais bon, faut aussi apprécier ce qu'ils font, mais qu'il faudrait arriver à trouver un modèle économique qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais là, chacun va regarder à sa paroisse et il faut pas oublier de mettre au centre les sponsors.
Parce que sans sponsor, il n'y a plus de modèle économique des équipes et les coureurs ou leur carrière, quand même, aujourd'hui, d'être coureur cycliste, mais le métier, je vais être assez dur dans mes propos, mais c'est horrible comme métier. Vous passez plus de 200 jours loin de votre famille, vous êtes en altitude, faut pas croire que l'altitude, c'est, quand vous êtes en haut du TID, c'est pas la fête, hein. Vous faites 5 heures, il y a rien à faire en haut, des fois vous avez même pas de wifi, vous captez rien, vous êtes loin de votre famille, vous mangez, vous pesez tout ce que vous mangez. Heureusement qu'il y a des émotions comme la Volta, hein, parce que qu'est-ce que c'est dur pour elle et pour eux. Ouais, ça c'est entièrement vrai. On arrive un peu à la fin de cette interview. J'ai encore quelques questions pêle-mêle à te poser. Notamment vis-à-vis, alors, on parlait de la situation économique du cyclisme chez les femmes. Ben, il y a l'équipe Arkea qui, chez les femmes, pourrait souffrir de ce qui se passe chez les hommes. Est-ce que l'arrêt de cette équipe t'inquiète? Et en écho, il y a des équipes françaises qui pourraient se créer avec notamment ma petite entreprise et le CICU France Pro Cycling Academy. Comment tu vois un petit peu cet horizon français? Question de Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Je suis pas très optimiste, mais ça fait partie voilà de l'histoire du cyclisme, des équipes qui arrêtent, qui reprennent. J'ai envie de d'être confiant pour Manu Hubert et son équipe. Manu est un leader et il fait tout pour trouver des solutions. Est-ce que ça sera une équipe plus puissante? Il enchaîne les rendez-vous et j'ai connu ça, hein, pour trouver FDJ et après pour trouver Suez. On le fait de façon différente, mais deux nouveaux sponsors sont venus en cours d'année pour être sûr qu'on ait la pérennité de finir la saison et d'avoir les moyens de progresser là, dans les prochaines années. Manu, il tente tout, il fait un super Tour de France, un Kevin Vauquelin qui est le meilleur ambassadeur, qui prend la parole alors que son avenir s'écrit ailleurs. Mais, il n'a pas oublié d'où il vient, il sait quelle équipe lui a ouvert les portes et il essaye de rendre à l'équipe et à la structure de Manu Hubert le meilleur message possible. Et j'espère que ils vont réussir à trouver un sponsor et au plus haut niveau. Ça entraînera aussi la continuité du cyclisme féminin et de son équipe. Derrière, ouais, il y a des nouvelles équipes. C'est toujours dur de se positionner là-dessus, où ils en sont. Ma petite entreprise, c'est un modèle économique spécial qui a vraiment sa place dans le cyclisme. Bon, j'ai voilà, un profond respect pour Vincent Lavenu, donc j'espère que ça va marcher. Vincent, voilà, c'est plus de 35 ans à la tête d'une entreprise et c'est sûr que moi j'ai mal quand je lis les articles sur Vincent, quand voilà, on le Quand on parle, regarde Netflix, quand on regarde Netflix, on le traite d'artisan. Mais l'artisan, il a fait vivre combien de familles pendant des années, pendant 35 ans, il a mis sa caution personnelle comme moi tous les jours. Et c'est sûr que je me retrouve en Vincent et c'est pas beau. C'est pas beau ce qui a été fait. Il y a peut-être besoin de changement, mais il y a la manière de faire. Il y a le fond et la forme et voilà. Dans la forme, c'est pas beau et j'ai un grand respect pour Vincent Lavenu. Il y a d'autres équipes aussi qui parlent, qui font des rumeurs. Il y en avait déjà l'année dernière, ça s'est pas fait. J'ai envie de rester optimiste, mais quand même assez objectif sur le fait que notre modèle économique n'est pas viable à moyen terme. Et je sais que voilà que l'UCI et ASO ont pris conscience. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça peut encore le faire? Mais après ça, j'ai pas la solution. Je vais être honnête. J'en ai parlé avec Yann Lemoneur quelque temps. Est-ce que One Cycling c'est la solution, pas la solution? Est-ce que une réforme du salary cap c'est la solution? Est-ce qu'il faut écouter les équipes étrangères? Je ne sais pas. J'ai envie d'essayer des choses. Peut-être qu'on va droit dans le mur si on fait des mauvais choix. Et dire, moi, j'aimerais juste qu'il y ait beaucoup de solidarité entre les acteurs et qu'on essaye de trouver quelque chose qui ait pas de perdants. C'est peut-être un peu trop utopiste ce que je suis en train de dire, mais j'ai envie d'y croire à une deuxième équipe pour le Tour française aussi. ça pourrait, mais il faudrait qu'économiquement, ça puisse se faire quand on voit d'autant plus l'équipe Arkea qui, on l'espère, j'espère que ça va vraiment se poursuivre, mais pour l'instant, on est plutôt à la tendance qu'on n'a pas trouvé de sponsor. Tiens, Julien qui aussi me dit, est-ce qu'on pourrait imaginer voir les meilleures jeunes françaises, un peu comme Julie Bégaud, les petites jeunes, Tissia Rio. Alors on sait que Marion Bunel, elle, est plutôt verrouillée par la Visma. Voilà, est-ce qu'on pourrait voir ces jeunes arriver dans l'équipe? Alors il me soumettait aussi un nom, elle est pas aussi jeune, elle est pas française, Valentina Cavallard. Équipe Arkea, si ça s'arrête, est-ce que voilà, il pourrait avoir quelque chose de particulier, sachant que Valentina Cavallard, c'est un profil assez particulier aussi. Elle vient de l'Aviron, elle a été repérée par la Arkea, et puis elle montre quand même une d'assez bonne disposition, prédisposition en montagne. Voilà, pêle-mêle, Alors, avec ses noms. voilà, on a le profil Amber Crack, en fait, qui est sur un profil non, qui est pas une pure grimpeuse, mais qui vient de l'Aviron et qui a arrêté l'Aviron en 2021. Il y a de la place
Il y a de la place, oui et non. Aujourd'hui, on a atteint un statut où et c'est hyper frustrant pour moi. C'est dur de prendre des paris. C'est dur de prendre des jeunes quand on voit le niveau et l'exigence qu'il faut avoir quand on est chez FDJ Suez. C'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe où, bon, on prend quasiment aucun départ de course, dire, bon, allez, faites-vous plaisir, faites au mieux. Je pense qu'il y a plus de la place pour ces profils-là dans d'autres équipes et qu'il faut être honnête, c'est pas ce qu'on a vendu à nos sponsors et on a atteint un niveau très rapidement en étant la première place du classement mondial où on peut pas se le permettre. Mais évidemment, il y a pas une année où je réfléchis pas à une équipe réserve, il y a pas une année où je réfléchis pas à agrandir cette équipe. Mais quand je mets tous les chiffres et je me dis ok, ben si on crée une équipe réserve ou si j'agrandis, ben, il faut que je fasse des choix budgétaires. Les choix budgétaires, c'est de payer moins nos leaders ou faire partir un leader. Et quand on voit à quel point tout se joue sur des grandes courses, on n'est pas capable. Alors on réfléchit avec nos sponsors, hein, genre, et ils sont hyper ouverts là-dessus, mais il y a la réalité économique pour faire grossir l'effectif, avoir un projet réserve. On a fait une association avec AS Bike sur le cyclocross où on leur donne les moyens avec un véhicule, du staff et la prise en charge de Célia Géry pour que Célia continue le cyclocross. Ça, c'est une très belle réussite. On a plein de projets divers à côté pour essayer de faire progresser. Et évidemment, si demain je signe un sponsor qui nous donne les moyens à 2 millions d'euros pour faire grandir avec du scouting, avec des disciplines à côté, je rêve avec Specialized de prendre une vététiste aussi. On bosse, on a eu des négociations avec certaines, bon, ça s'est pas fait, mais on essaye de prendre ça en compte. Il y a plein de choses qu'on essaye de mettre en place, mais à la fin, il y a quand même la réalité économique. Mais après, une Julie Bigot, là, tiens, elle a tout intérêt à rester chez Cofidis parce qu'elle a un programme de course dédié pour elle, et elle a envie de le faire. On a été en égo avec elle. Je pense qu'on a une trajectoire d'équipe qui ne va pas avec ses ambitions personnelles. Ah, là, je parle à court terme. Donc, à un moment, quand tu veux être leader de ta sortie de junior, et c'est légitime quand tu es champion du monde junior, bah, tu as plus ta place chez Cofidis que chez nous. Valentina Cavalla veut être leader en montagne et gagner des courses comme le Tour des Pyrénées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut apporter à Evita, Juliette et Demi? Si elle n'est pas capable de frotter avant sur les grandes courses, non. Tiens, je suis assez concret hein, et assez factuel. Ticia, elle a encore beaucoup à progresser, mais c'est une fille qu'on suit et qu'on avait suivi déjà en stage quand elle était en junior, elle était venue en stage avec nous. Donc oui, c'est un profil qui, avec les années, si elle progresse et que les planètes s'alignent, qu'on a une place au bon moment. Mais j'attire je sais que ça fait pas plaisir au public français à chaque fois que je le dis, mais on est une équipe internationale. Et qu'à valeur égale, oui, on peut favoriser une française, mais à valeur égale. Et que nos sponsors, ils ont aussi des marchés internationaux. FDJ, maintenant, a un marché qui est international. Le marché anglais est important, le marché australien est important. Pour Suez, on a une présence en Italie qui est très importante, par exemple. Et pour les Américains, ouais, le projet d'avoir une athlète américaine est important. Pour Nike, c'est un raisonnement international. Et c'est de gagner les grandes courses. Et Specialized, c'est un ogre au vélo. Specialized, c'est un seul objectif, gagner. Donc derrière, voilà, on doit prendre en compte tous ces paramètres-là et l'association humaine est le paramètre que je ne peux pas du tout oublier. C'est-à-dire que avant de parler de watt ou de data, et des fois ça frustre un peu mes deux directeurs de la performance, mais si je sens pas l'incorporation humaine, ça ne se fait pas. Et là, c'est de l'instinct et du feeling, hein. Je suis encore peut-être à l'ancienne, mais j'ai besoin de rencontrer les gens, de regarder ce qu'ils ont envie, de comprendre leurs aspirations personnelles parce qu'ils ne peuvent pas avoir des aspirations personnelles qui ne rentrent pas dans le plan collectif. Et c'est ce qui a marché avec Demi Vollering. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, au début, j'ai vraiment hésité à aller au premier rendez-vous avec Demi, c'était ça. Et il nous a séduit par sa volonté de travailler collectivement et la réputation que certains ont dit qu'elle était très individualiste. Je pense qu'aujourd'hui, chez nous, elle a démontré qui elle est vraiment et on la laisse pleinement s'exprimer. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec moi. On est à quelques jours du Tour de France Femmes. Merci beaucoup. Je sais que tu as un emploi du temps, pas dire ministre, mais très chargé. Je te remercie parce que tu prends toujours du temps pour Vélo Podcast et voilà, ça c'est vraiment cool pour nous. Non, merci à vous et je remercie aussi Julien pour tout son travail hein, de fond qui est fait pour son média et voilà, on n'oublie pas d'où on vient et que les médias qui nous ont fait confiance au début quand on n'était pas visible, aujourd'hui on va pas privilégier que les médias internationaux, on essaie de privilégier tout le monde avec voilà, les contraintes de l'emploi du temps et on est à Oui. quelques jours du Tour de France et voilà, en toute transparence, bah, cet après-midi je vais essayer de débaucher à 15 heures et de passer l'après-midi avec mes enfants parce que ça sera le seul après-midi avant une longue période sans les voir.
Bon. Et puis moi, vous m'excusez, le fond derrière, c'est que je suis chez les parents, donc aussi on essaie de varier avec les emplois du temps. Stéphane, je te remercie beaucoup. Je te souhaite vraiment toute la réussite pour ce Tour de France Femmes. Je te souhaite de voir avec la banane, le champagne dans les mains à Châtel, c'est ça, Porte du Soleil, si je me trompe pas. Et voilà, tout le bonheur qu'on peut souhaiter, je vais te le souhaiter pour ce Tour de France. Merci Guillaume, à bientôt. À bientôt. N'oubliez pas, on fait un podcast tous les jours pendant le Tour de France Hommes, mais ça continue pendant le Tour de France Femmes. Et oui, on s'arrête pas. C'est la 4e semaine du Tour. Donc on va débriefer toutes les étapes tous les soirs avec les copains qui sont là dans Vélo Podcast. On se dit à très bientôt, puis déjà à demain pour la suite du Tour de France Hommes. Ciao, ciao. À bientôt, au revoir. Vélo Podcast est disponible sur YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi Apple Podcast, Deezer et Spotify, c'est écrit juste là. Bisous.